Coucou la team, je le sais, vous en avez marre des vidéos de révision de Janine qui durent 4 heures. Du coup, aujourd'hui, on fait simple et efficace. On va réviser deux paramètres essentiels de la transformation chimique, à savoir la cinétique, c'est-à-dire si une réaction est lente ou rapide, et puis l'équilibre d'une transformation chimique, si cette transformation elle est totale ou pas. Et puis on en profitera pour faire un retour sur les piles. La fusée au navet de la team dessinée by Mel et parée au décollage, c'est parti pour les révisions. En commençant comme prévu par la cinétique chimique. Et la cinétique chimique, c'est l'étude de la vitesse d'une transformation. On parlera de transformation rapide si elle dure moins d'un dixième de seconde. Et puis, dire que la cinétique d'une réaction, elle est indépendante du caractère total ou non de cette transformation. C'est ce qu'on verra dans cette seconde partie où là, on parlera d'équilibre chimique. À votre programme, vous devez savoir donner, citer des méthodes de suivi cinétique et puis connaître les différents facteurs cinétiques, en particulier celui de la catalyse, où on aura besoin de la définition. Ensuite, dans les savoir-faire, vous devez être capable de déterminer un temps de demi-réaction, de calculer des vitesses volumiques et d'identifier et de connaître les caractéristiques d'une cinétique d'ordre 1. Lorsqu'une réaction est suffisamment lente pour être suivie, vous avez plusieurs possibilités pour suivre la cinétique de la réaction. Comme dans le TP39 où on a suivi la cinétique du retraitement des ions persulfate par les ions iodures, il apparaît du diode dans les produits qui est une espèce colorée. Donc là, on choisira un capteur. Et ce capteur en particulier, vu que c'est une espèce colorée, c'est le spectrophotomètre UV visible. On choisira donc, suivant les réactions, le capteur adapté. Pour des ions, on peut utiliser un conductimètre. Lorsqu'on a des espèces acido-basiques, on utilisera un pH-mètre. Et puis, si on a des espèces à l'état gazeux, eh bien, on peut utiliser un manomètre. La différence dans le TP40 où on a étudié la dismutation de l'eau oxygénée catalysée par la catalase de la peau du navet. Eh bien là, on a suivi notre cinétique de transformation au travers de titrages successifs. C'est donc une méthode chimique, alors que les méthodes précédentes de suivi sont des méthodes physiques. Parlons maintenant des facteurs qui influencent la cinétique. Vous en avez trois à connaître. La température, plus elle est élevée, plus la réaction va vite. La concentration des réactifs, plus la concentration des réactifs est importante, plus la vitesse est élevée. Et puis la catalyse qui augmente la vitesse de la réaction. La catalyse, on y rentre dans les détails de suite. Avec la définition de ce qu'est un catalyseur augmente la cinétique de la transformation. Il n'est pas consommé par la réaction. Ça veut dire qu'il n'intervient pas dans l'équation bilan de réaction. Mais en revanche, comme on le verra plus tard, après les épreuves de spé, on verra que en fait, un catalyseur intervient dans le mécanisme réactionnaire. Mais ça, c'est pour après le bac. Revenons à la réaction de dismutation de l'eau oxygénée qui produit du dioxygène gazeux. C'est une réaction qui est naturellement très lente. Si maintenant on y dissout dans l'oxygéné des ions ferriques Fe3+, eh bien la réaction est nettement accélérée, il y a formation de petites bulles. Comme les ions Fe3+, sont dans la même phase que l'eau oxygénée, on parlera de catalyse homogène. Plongeons maintenant un fil de platine dans l'eau oxygénée. Le platine et l'eau oxygénée sont dans deux phases différentes. Le platine est un métal, je vous rappelle. On parlera alors de catalyse hétérogène. Et enfin, si on met un peu de foie ou de peau de navet qui contiennent une enzyme particulière appelée la catalase, eh bien là encore la réaction est accélérée. On parlera de catalyse, ce coup-ci enzymatique. Parlons maintenant du temps de demi-réaction, qui a pour définition le temps pour lequel on atteint la moitié de l'avancement final. Alors attention, c'est très très différent, surtout ne vous trompez pas, c'est très différent de la moitié de la durée de la réaction. À notre niveau, le suivi cinétique se fera par le tracé de la concentration en fonction du temps. Bien sûr, si c'est la concentration en réactif, cette concentration diminue au cours du temps, c'est la courbe que l'on a ici. Alors que pour un produit, la concentration en fonction du temps sera une fonction croissante. Dans ce cas, l'avancement final correspond à la concentration initiale en réactif notée C0. On va donc chercher au bout de combien de temps on atteint cette moitié d'avancement, c'est-à-dire C0 sur 2.
On repère ensuite sur l'axe des abscisses le T1,5 qui est ici égal à 2 minutes 30. On voit sur ce schéma surtout l'erreur à ne pas commettre, qui serait de dire que la réaction dure à peu près 20 minutes, donc le temps de demi-réaction c'est 10 minutes. Non, erreur à ne pas faire. Parlons maintenant de la vitesse volumique d'une réaction. La vitesse volumique, c'est la dérivée de la concentration par rapport au temps. Elle s'exprime en mol par litre par seconde. Attention, pour un réactif, comme la concentration diminue, la dérivée est négative, donc on le définira comme moins d de R, concentration en R sur dt, alors que pour un produit, vitesse de formation, d de P sur dt. Comme d'habitude, lorsqu'on aura des données expérimentales, vous commencez à avoir l'habitude, dérivée numérique, y plus 1 moins y moins 1 sur xi plus 1 moins xi moins 1, pour trouver la dérivée, donc la vitesse. Le dernier point abordé sur la cinétique chimique, c'est les lois de vitesse d'ordre 1. Et ce qui est à votre programme, c'est de citer les 3 caractéristiques d'une cinétique d'ordre 1 afin de pouvoir l'identifier. La première de ces 3 caractéristiques, c'est que l'évolution de la concentration en fonction du temps est une exponentielle. Petite remarque ici, la concentration en réactif sera C0 fois exponentielle moins kT, donc une exponentielle décroissante. Alors que pour un produit, l'exponentielle sera croissante. La formule sera C0 facteur de 1 moins exponentielle moins kT. La constante K est appelée constante de vitesse de la réaction, elle est en seconde moins 1. La seconde caractéristique, c'est que la vitesse, elle est proportionnelle à la concentration en réactif. Et le coefficient de proportionnalité, c'est la constante K de vitesse, qui est en seconde moins 1. Une remarque sur ce point, cette zone-là montre en fait le début de la réaction, puisque la concentration en réactif est encore très grande. Donc, grande concentration en réactif, vitesse de réaction élevée. Alors que dans cette zone de réactif, ça correspond à la fin de réaction, le système chimique est de plus en plus pauvre en réactif, et oui, on arrive à la fin de la réaction, donc la vitesse est faible. Dernière caractéristique, c'est que le temps de demi-réaction, il ne dépend pas de la concentration initiale en réactif. Quelle que soit la concentration C0, on aura toujours le même T1,5. En réalité, si on a ces 3 propriétés-là, c'est que une cinétique d'ordre 1 est liée à une équation différentielle d'ordre 1. Attention, établir et résoudre l'équadif en cinétique chimique n'est pas explicitement un programme. En revanche, établir et résoudre une équadif d'ordre 1, c'est au programme dans d'autres chapitres, alors ne perdons pas une occasion de nous entraîner, mes petits scientifiques. Une condition nécessaire et suffisante à une cinétique d'ordre 1, c'est que la vitesse est proportionnelle à la concentration. N'oublions pas, et c'est la définition générale, que la vitesse, c'est la dérivée de la concentration. Eh bien, si on combine ces 2 relations, on se retrouve avec une équadif d'ordre 1 sans second membre, c'est-à-dire que le membre de droite est égal à 0. Passons maintenant à sa résolution. On commence par définir la solution générale qui sera A exponentielle moins kT. Pas besoin de travailler sur la solution particulière. En effet, c'est une équadif sans second membre. Donc, la solution particulière sera égale à 0. Pour trouver la valeur de la constante A, eh bien, on résout les conditions initiales. À t égale 0, la concentration initiale, c'est C0, donc ça sera égal à cette constante. C'est ainsi que l'on démontre que l'évolution de la concentration en réactif, c'est C0 exponentielle moins kT. Passons maintenant à la seconde partie sur les équilibres chimiques. Et un équilibre chimique, c'est l'étude des transformations chimiques non totales. On modélisera des réactions totales par une simple flèche dans l'équation, alors qu'une réaction non totale sera modélisée par une double flèche. On va commencer par définir le taux d'avancement, noté taux avec la lettre grecque, qui est le rapport entre l'avancement final de la réaction et son avancement maximal hypothétique. Ce taux d'avancement est donc compris entre 0 et 1, il est souvent aussi exprimé en pourcent. Pour une transformation totale, l'avancement final est quasiment égal à l'avancement maximal, donc taux est approximativement égal à 1, alors que pour une transformation non totale, taux est inférieur à 1. Parlons maintenant de quotient de réaction noté QR et de la constante d'équilibre notée KT.
Le quotient de réaction, c'est une grandeur sans unité qui caractérise l'état du système chimique. En quelque sorte, c'est notre balance indicatrice de l'équilibre. Le quotient de réaction est le quotient des concentrations des produits en eau élevés à la puissance de leur coefficient stoichiométrique par en bas la concentration des réactifs, eux aussi élevés, à la puissance de leur coefficient stoichiométrique. Dans cette formulation rigoureuse, on divise par C0 qui vaut 1 mol par litre, uniquement pour avoir un nombre sans unité. Mais finalement, comme divisé par 1, ça ne change rien à la valeur du résultat, ça sera la formule à retenir s'il n'y en avait qu'une. Une petite remarque concernant l'écriture du quotient de réaction. Il faut faire attention pour les espèces solides, liquides ou gazeuses seules dans leur phase. Il n'y a pas vraiment de notion de concentration. Donc dans ce cas-là, on remplace par 1. Allez, donnons un exemple, celui de la dissolution du chlorure de sodium, NaCl, qui est à l'état solide, qui se dissout en Na plus aqueux, plus Cl moins aqueux. Comme le chlorure de sodium est à l'état solide, seul dans sa phase, le quotient de réaction s'écrira concentration en Na+, fois concentration en Cl-. Autre exemple sur la réaction acido-basique de dissociation de l'acide éthanoïque CH3COH plus H2O qui se transforme en ion méthanoate CH3CO- plus H3O+. Là, l'eau est à l'état liquide. C'est le solvant de la réaction. Voilà pourquoi on ne le compte pas dans le quotient de réaction qui va s'écrire concentration en méthanoate fois concentration en ion oxonium divisé par la concentration en acide éthanoïque. Faisons un bref retour sur notre TP40 avec la synthèse d'un complexe thermochrome. Un de nos plus jolis TP de l'année. Wow! On s'est rendu compte dans ce TP que l'on pouvait, mais surtout que c'était très pratique, que l'on pouvait mener un tableau d'avancement, non pas en quantité de matière, mais en concentration. Les concentrations initiales pour x égale 0 sont reportées dans le tableau. On est en condition stoichiométrique et le x max est de 0,1 mol par litre. À l'état final, on a considéré que le taux d'avancement était de 50%, ce qui nous donne x final de 0,05 mol par litre. Calculons le quotient de réaction à l'état initial. Pour l'instant, on n'a mis que des réactifs, donc il n'y a pas de produit. Le numérateur est à 0, le quotient de réaction initial est à 0. Notre système balance complètement vers la gauche. Si l'on calcule maintenant le quotient de réaction à l'état final, on trouve une valeur de 625 qui est en réalité la valeur de la constante d'équilibre pour cette température, le kT. Le système est dit à l'équilibre. Ainsi, on aura à l'équilibre la valeur du quotient de réaction qui sera égale à la constante d'équilibre. Une petite remarque quant à la notion d'équilibre où on va parler d'équilibre dynamique que l'on va expliquer sur cet exemple imagé. Il y a en France métropolitaine environ 67 millions d'habitants et puis sur l'île d'Oléron qui est séparée de la France par un pont, à peu près 20 000 habitants. Puis quand vient l'été, beaucoup de métropolitains prennent le pont pour rejoindre en vacances l'île d'Oléron. Un flux important, c'est ce qu'on va appeler la vitesse en sens direct. A l'inverse, quelques habitants de l'île d'Oléron, eux, fuient les touristes et s'en vont, c'est la vitesse en sens indirect. Si bien qu'entre le 14 juillet et le 15 août, les populations de la France et de l'île d'Oléron restent constantes et s'établissent à 66 800 pour la France, pour métropolitaine, et puis 200 000 habitants sur l'île d'Oléron. On atteint donc pendant les mois d'été un état d'équilibre. Malgré cet état d'équilibre, toutes les semaines pendant les mois d'été, il y a des Français qui partent, d'autres qui arrivent, une vitesse en sens direct et une vitesse en sens indirect. Ces deux vitesses sont égales. C'est pour ça que, macroscopiquement, les populations entre France et Oléron ne varient pas. On illustre donc là la notion d'équilibre dynamique. Et si l'on revient à la chimie, l'état d'équilibre est défini par la constante d'équilibre kT. Microscopiquement, cela veut dire que les vitesses de réaction en sens direct et indirect sont égales, mais que macroscopiquement, la composition du système n'évolue pas.
Voyons maintenant la dernière partie sur les équilibres chimiques qui est le sens d'évolution spontanée. Si l'on a un système qui est hors de son état d'équilibre, alors la valeur du quotient de réaction est différente de la constante d'équilibre. On a alors deux cas possibles. Soit la constante de réaction est inférieure à la constante d'équilibre. Dans ce cas, le système va évoluer spontanément dans le sens direct, de gauche à droite. Le second cas, c'est bien sûr le cas inverse où la constante de réaction est supérieure à la constante d'équilibre. Dans ce cas-là, le système chimique évolue spontanément dans le sens indirect, de droite à gauche. Pour expliquer cela, retour au TP40. Précédemment, on était dans un état d'équilibre. La constante d'équilibre, je le rappelle, est de 625. Que va-t-il se passer maintenant si je rajoute des ions chlorure ? Par exemple, à hauteur de 0,4 mol par litre. Si je recalcule le quotient de réaction, eh bien, on s'aperçoit que le quotient de réaction est passé de 625 à 39. Effectivement, on a rajouté des réactifs. La balance, maintenant, est hors d'équilibre et elle penche vers la gauche. Le quotient de réaction est inférieur à kT, donc spontanément, le système chimique va évoluer de la gauche vers la droite dans le sens direct. Il va donc évoluer jusqu'à ce que la constante de réaction soit de nouveau égale à 625, ce qui fait que concrètement, on va former plus de complexes de cobalt bleu que précédemment. Petit coup d'œil au chrono, 14 minutes, je pense qu'on est pas mal sur le timing, on est devant Janine pour pouvoir aborder cette dernière partie et j'ai envie de dire la plus facile sur les piles. On attaque ça de suite. Dans un premier temps, on vous demande de savoir expliquer le fonctionnement d'une pile. C'est une réaction redox avec, comme bien souvent dans le cas de réaction d'oxydoréduction, une constante d'équilibre, un kT très très grand, donc une réaction quasiment totale. Si on met en contact une plaque de zinc avec une solution d'ion cuivreux, il va y avoir un transfert spontané d'électrons. L'idée d'une pile, c'est en fait de séparer les deux couples en deux demi-piles, de canaliser cet échange d'électrons au travers d'un circuit extérieur, de manière à créer un générateur de courant. Bien sûr, il faut que les deux demi-piles soient reliées électriquement, donc pour fermer les circuits, on a besoin d'un pont salin. Passons maintenant à la partie sur la modélisation d'une pile. Allez, considérons notre pile cuivre-zinc, ce qu'on appelle une pile Daniel, ou la pile A Daniel, comme dirait Janine. Elle est constituée d'une lame de cuivre qui baigne dans une solution de sulfate de cuivre et d'une lame de zinc dans une solution de sulfate de zinc. En plaçant un voltmètre, on s'aperçoit de la polarité de la pile. Côté cuivre, pôle plus, côté zinc, pôle moins, et donc le sens du courant étant défini du plus vers le moins, on peut l'indiquer sur notre schéma. On se rappelle que les électrons ont un sens de parcours inverse à celui du courant. Ils vont donc du zinc vers le cuivre. On l'indique aussi sur le schéma. Puisque ça nous permet de comprendre que les électrons y quittent la plaque de zinc et ils arrivent sur la plaque de cuivre. On peut maintenant écrire une demi-équation, en sachant que les électrons partent de la plaque de zinc, une demi-équation qui modélisera un départ d'électrons. Zn donne Zn de plus 2 électrons. Le réducteur se transforme en oxydant, c'est une réaction d'oxydation. Le siège de l'oxydation, par définition, c'est ce qu'on appelle l'anode. Faisons pareil du côté de cuivre, les électrons arrivent, donc on écrira Ci de plus 2 électrons donne Cu, c'est une réaction de réduction. C'est le siège de la cathode. On peut terminer le fonctionnement de la pile en disant que la plaque de zinc se transforme en ion Zn de plus, donc la plaque se dissout, elle va être rongée au fur et à mesure. De l'autre côté, les ions cuivreux se transforment en Cu. La plaque de cuivre va donc grossir. Imaginons que le sulfate de cuivre est le réactif limitant. Lorsque le sulfate de cuivre va s'épuiser, eh bien la pile ne peut plus fonctionner, on dit que la pile est usée. Ce qui nous amène à parler de la capacité maximale de la pile, notée Qmax, qui est en coulomb. C'est la quantité de matière d'électrons qui est échangée fois le nombre d'Avogadro
fois la charge E d'un électron. Et donc on dira aussi que quand la pile est usée, le quotient de réaction est égal à la constante d'équilibre. Ce dernier point du programme, sur un peu de culture chimique, vous devez connaître des oxydants usuels, leur nom, à quoi ils servent, et puis leur formule chimique ainsi que des réducteurs usuels. Allez, voici la liste des oxydants et des réducteurs usuels que vous devez connaître. Le plus connu, le dioxygène O2. L'eau de Javel qui est un mélange d'hypochlorite de sodium et de chlorure de sodium, mais le vrai oxydant, l'oxydant le plus fort, c'est les ions hypochlorites, ClO-. Le dichlore, gaz toxique, Cl2 est très toxique parce que très oxydant. Parmi les réducteurs, le dihydrogène H2, l'acide ascorbique qui est utilisé dans l'agroalimentaire. Comme antioxydant, c'est donc un réducteur. Et c'est aussi la vitamine C, les métaux du bloc S qui perdent facilement un ou deux électrons. S'ils sont dans la première colonne, c'est des métaux alcalins. Dans la deuxième colonne, les métaux alcalino-terreux. Voilà, on en a maintenant terminé pour ces révisions sur le chapitre 12.